Bonjour mesdames et messieurs, un petit chat à la gorge. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Aujourd'hui on est le 9 novembre 2022, il est 10h, on va dire 36, il y a 5 minutes de retard, c'est pas grave. Et on est ensemble jusqu'à 11h30 pour vous donner des conseils, pour parler d'un thème justement. Et vous pouvez même participer à l'émission en nous appelant au numéro qui va s'afficher juste en bas, 021 23 98 91, 021 23 98 91. Nous poser des questions, nous raconter votre expérience, tout ce que vous voulez, on est là pour y répondre. Et le thème du jour aujourd'hui, c'est l'éducation bienveillante, l'éducation bienveillante. Voilà, l'éducation bienveillante, la parentalité bienveillante et positive. C'est un lourd sujet aujourd'hui, on va bien en parler. Alors, bienveillance, empathie, respect de l'enfant, tels sont les principes que prône l'éducation positive. Ce modèle s'impose comme le standard à atteindre au risque de culpabiliser les parents qui ne savent plus comment agir avec leur enfant. Être à l'écoute des émotions de l'enfant, mais lui poser des limites. Savoir dire non, mais sans élever la voix. Les parents sont soumis à des injonctions qui peuvent paraître contradictoires. L'autorité qui devient presque un gros mot, et pourtant il en faut. Alors les adeptes de l'éducation dite à l'ancienne disent que ça encourage une tendance égocentrique, capricieuse, et ça fait de nos enfants des enfants rois tout simplement. Alors entre autorité et bienveillance, on est complètement perdu. Et aujourd'hui justement, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir le professeur Majid Tabti. Vous êtes psychiatre, chef de service pédopsychiatrie à l'hôpital de Cheraga. Vous allez nous éclairer aujourd'hui. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est avec plaisir. On va parler de l'éducation positive, tout ce qu'il faut savoir et surtout ne pas culpabiliser les parents. Énormément. Voilà. Et avec nous aussi les chroniqueuses de l'émission, hein, comme à chaque fois, du jour de tous les jours en tout cas. Wahida Salim Sherif, bonjour. Bonjour Mounia. Avec ta rubrique WeShare. Oui, toujours. On va parler d'un phénomène qu'on est en train de rencontrer sur les réseaux sociaux, que vous allez découvrir. Vous allez Et dans les magasins de jouets aussi. Voilà, vous allez être surpris, agréablement ou pas, on va découvrir ensemble. On va dire que c'est un joli cauchemar. Oui, oui, pour vous donner un peu une idée. Oui. Très bien. Et Samira Hajamar avec pêle-mêle. Pêle-mêle pour de la douceur, de l'art, de la culture. De la culture, exactement, pour l'éveil artistique. Des tout petits, on va dire, parce qu'il faut commencer à la petite enfance, docteur. Bien sûr, absolument. Voilà. Bien sûr. Et justement, quelle est la bonne formule pour être de bons parents? Est-ce qu'il y a une recette magique ou est-ce qu'il y a des règles à suivre? On est perdu. Il y a l'ancienne version, on l'entend souvent, on a été frappé, on va dire, c'est les mots, hein. Et on a bien grandi. Maintenant, on dit qu'il faut plus être dans tout ce qui est positif et tout ça. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une méthode à suivre? Comment doit-on faire? D'abord, ravi d'être parmi vous aujourd'hui sur le plateau de Canal Algérie, d'avoir choisi une thématique fort intéressante. Au moment où vous parliez, toutes les trois, j'étais en train de cogiter dans ma tête, je me suis dit, mais attends, il n'y a pas de recette magique. Vous savez, on n'a jamais été préparé pour être parent. Oui. Donc aujourd'hui, dans notre société, parce qu'on va parler de la société algérienne, c'est ce qui nous intéresse le plus, être parent, très souvent... on entend au préalable, attention, vous allez avoir des enfants, vous allez voir un peu ce qui se passe, vous allez galérer, vous allez mettre fin à votre vie, c'est fini pour vous, surtout pour la femme et tout. Donc du coup, ces alertes-là, c'est une mauvaise préparation pour être papa ou être maman. Après, vous savez, il faut tout relativiser parce que s'il y avait une recette magique et une seule recette pour éduquer ses enfants, il n'y aurait pas eu le charme de la vie. Parce que finalement, le charme de la vie, c'est quand vous avez des enfants, parce qu'il y a le médecin qui vous parle et en même temps le papa, c'est un peu de tester des recettes, jusqu'au jour où vous allez trouver la bonne recette qui correspond à vos enfants. Voilà. Alors la bonne recette, elle est tributaire de beaucoup de paramètres, parce qu'après tout, il y a un blason que vous avez récolté de votre vie. Chacun de nous, donc, c'est comme un blason, c'est comme un patrimoine génétique que vous avez, c'est comme vos empreintes digitales que vous avez, on est tous différents, vous êtes bien d'accord? Et après, fort de ce que vous avez reçu comme éducation, comme traumatisme, comme accueil dans la vie, comme patrimoine, tout ça,
il faut le décompter et donner le meilleur à ses enfants. Parce que si vous partez du principe que vous vous mariez, c'est important aussi, parce qu'avant de parler de la parentalité, il faut parler du mariage. Oui. C'est très important, c'est à travers la liaison d'un couple qu'on va avoir des enfants. Donc quand vous avez des enfants, vous n'êtes pas seul. Vous êtes un couple. Exactement. Donc dans la systémique des choses, 1 + 1 = 1. Ce n'est pas 1 + 1 = 2. Mais justement, c'est ça le souci qui se pose souvent, c'est maman qui s'occupe des enfants, qui va éduquer et tout ça, et souvent on n'est pas d'accord entre papa et maman. J'y arrive parce que je commence à gratter. D'accord, pardon. Voilà, donc je commence à gratter, et c'est à partir du couple, si on ne s'entend pas, on ne s'entend jamais sur l'éducation des enfants. C'est-à-dire que ce qui va se passer dans un couple, chacun va donner le meilleur de lui-même. Et chacun ramène sa valise avec son lui. Blason, ramène. On n'est pas, vous savez, dans un couple, avant qu'ils se marient, on se promet d'avoir de beaux enfants, on va faire ça, on va faire ça, on va faire... Comment se fait-il? Non, mais il ne faut pas se mentir sur soi-même. Oui. Je parle algérien, je vis ici. Donc du coup, après le mariage, tout se métamorphose. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion très importante dans notre société, c'est qu'on est plus dans le paraître que dans l'être. Et le paraître est très mauvais parce que, après tout, quand vous avez vos enfants, vous allez dire que tout le monde nous a laissés. Mais je suis désolé, c'est à vous d'éduquer vos enfants, c'est à vous de montrer le meilleur chemin pour vos enfants. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? La meilleure recette, moi je pense que c'est une éducation exemplaire. Et dans l'éducation exemplaire, il y a des paramètres. Je suis désolé, il y a des valeurs. Ce sont ces valeurs qu'il faut transmettre. Mais si vous n'avez pas eu un héritage de valeurs positives, vous ne pouvez pas transmettre. Et quand vous avez ces valeurs, c'est la base. Et après, vos enfants, ils vivent dans un cocon familial, dans un cocon sociétal qui est important, parce que l'impact de l'environnement, c'est très très important. Et vous avez aussi une pièce maîtresse qui est l'école. Oui. Donc tous ces acteurs qui activent dans ces 3 domaines doivent conjuguer. Si l'école part à gauche et vous donnez des valeurs à droite, ou si la société, elle est ce qu'elle est, vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, je suis à la tête d'un service de pédopsychiatrie, je reçois beaucoup d'enfants, d'adolescents. Les parents, ils viennent, ils vous disent, écoutez, moi j'ai tout donné à mon enfant, quand il sort, c'est autre chose. Mais on perd le contrôle à un certain moment. C'est ce qui fait peur aussi à certains parents, c'est de se dire, moi je fais tout pour qu'à la maison ça se passe bien, j'essaie de tout contrôler, j'écoute tous les conseils et tout ça, mais une fois qu'il n'est plus à la maison, où je ne contrôle rien, comment je fais l'influence de dehors? Personnellement, je le vis aussi avec mes filles. C'est pour ça qu'on le vit tous. Une fois qu'ils sortent de la maison, qu'ils ne sont plus chez nous, protégés dans nos bras, on ne peut pas les protéger de ce qui se passe dehors. Alors, comment faire, justement? Alors, l'éducation est une éducation collective. Elle n'est plus parentale. Oui. Quand votre enfant, moins de 5 ans, moins de 6 ans, avant qu'il découvre le monde extérieur, avant qu'il ait des interactions avec le monde extérieur, il est sous votre entière responsabilité. C'est pour ça que je ne culpabilise pas les parents qui ont tout donné à leur enfant. Alors, c'est quoi donner à son enfant? Ça correspond à la bonne définition de l'Organisation mondiale de la santé. C'est la bonne santé mentale et physique de l'enfant. Il a besoin quoi, l'enfant? L'éducation, ça commence dans le berceau. Ça commence déjà dans la gestation. Ça commence déjà dans le ventre de sa maman. Si vous avez un bébé qui souffre de sa maman, qui souffre de la relation conjugale, les dernières descriptions de recherche internationale, ça impacte l'enfant. Les 1000 premiers jours sont très importants pour l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'il en est quand il commence à marcher, quand il commence à découvrir le monde extérieur? C'est quoi l'éducation? L'enfant, il doit être paisible, il doit être en paix. Il dort bien, il mange bien, il joue, il profite de la vie. Et surtout, l'affection, c'est la base. Une maman et papa qui ne donnent pas de l'affection à ses enfants, je suis désolé. Quand on revient un peu aux générations, pas la mienne peut-être avant, les papas, les mamans, ils caressent son enfant. Oui. Mais ça, c'est important parce que c'est ce qu'on appelle l'image. C'est l'attachement par rapport à l'enfant. Je pense qu'il y a de la pudeur plutôt dans... C'est de la pudeur. Il faut casser les tabous. Mais quelle pudeur? Et que de tout temps, c'est la maman qui éduque les enfants. Quand un papa... Et le père est dehors. Oui.
Non, mais il est dehors, il est à l'intérieur, ça ne change rien. Il est dehors, c'est-à-dire il travaille, la mère Oui, mais est à la quand vous maison. rentrez, vous pouvez prendre votre fils ou votre fille, câlin Dans comme ses ça, bras, vous dites faire un ma câlin. fille, je vous adore, je vous aime, Je vous êtes t'aime. tatata. Vous Dire pouvez je le faire, t'aime il vous aussi. empêche ça. Ben oui. À un Vous voyez. certain moment, c'était très difficile pour les parents. Les parents ne disaient pas « je t'aime » à mon enfant. On avait du mal à on le voyait, les parents ne le disaient pas, les enfants le disaient quand ils étaient petits, mais une fois grands, ils ne le disaient plus. Mais maintenant, ça a bien changé. Les nouveaux parents, on va dire, les nouveaux parents d'aujourd'hui, la nouvelle génération sont tout le temps en train de dire « je t'aime, tu es belle, tu es beau, tu es intelligent, tu es fort ». Est-ce que c'est vrai? Il ne suffit pas de le dire, il suffit de le montrer. Le prouver aussi. Ben oui, le prouver, parce que tout est dans l'attachement, sécure ou insécure. Votre enfant, il est en sécurité, c'est les figures d'attachement. Les premières figures d'attachement d'un enfant, c'est son père et sa maman. Oui. S'ils sont cet attachement, il est en sécurité. Et pour donner de la sécurité, il faut donner de l'affection. Après, l'affection, c'est tout ce qui accompagne tout ça. C'est l'accompagnement scolaire. Un enfant, il doit jouer, il doit partir à l'école, doit partir en crèche, je sais pas moi, faire du sport. Voilà comment éduquer son enfant sur des bases réelles. Et quand vous donnez ce blason à l'enfant, n'ayez pas peur. Après, il y a une continuité. Il y a 2 passerelles. À partir de 5 ans, 6 ans, on se rappelle toute notre vie premier jour de la scolarité. Oh, oui. Et on le dit, nous, quand on remplit les dossiers, on dit Madame, comment était la réaction de votre enfant à l'école ? C'est important, on ne pose pas la question pour la poser, mais pour voir un peu comment cet enfant est préparé à l'extérieur. Parce qu'il faut préparer cet enfant. Et après, il y a la société, et bien sûr, il y a l'école qui prend le rôle. Mais excusez-moi, l'école n'éduque pas vos enfants. C'est les parents qui éduquent. C'est les parents. C'est des notions pédagogiques, c'est de la psychopédagogie. Et là rentre la thématique de la pédagogie pour apprendre à l'enfant. Et après, à l'école, il y a des grands rappels. Il y a des grands rappels que peut-être les parents ont envie de faire et tout. Et au niveau de la société, malheureusement, on ne retrouve pas ça parce qu'il y a une cassure. Quand vous éduquez votre enfant, même l'école, elle fait bien son travail, il y a la société. Mais il faut préparer son enfant. Et quand je parle de tout ça, il y a un postulat fondamental, c'est la communication. Aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup avec nos enfants. Moi, je sors d'Alger, je vois un couple, je vois des familles dans les voitures, ils ne se parlent même pas. Oui. Alors que peut-être, c'est vrai, vous me dites, il n'y a pas de temps, le papa travaille. Mais qu'est-ce qui empêche un papa ou une maman de parler à ses enfants durant le trajet routier, par exemple? Au lieu d'écouter la radio, au lieu d'écouter les informations, on va demander à l'enfant comment il a passé sa journée. On est dans un monde Formule 1, c'est à 300 km à l'heure, c'est speed. Il y a beaucoup d'informations, je comprends. Parce qu'il y a des changements, il y a des mutations qui sont en train de se faire. Mais je suis désolé, ce n'est pas au détriment des enfants. Exactement. Parce que... Et on culpabilise en plus le soir quand ils dorment, ils sont paisibles comme ça en train de dormir. On se dit, je ne les ai pas vus aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de les voir, surtout quand ils grandissent vite, je n'ai pas eu le temps de les voir grandir, je n'ai pas vu le temps passer. Alors que c'est des petits moments comme ça qu'on peut accorder à nos enfants qui vont tout changer pour l'enfant et pour le parent. Et puis, il y a un adage qui dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Oui. Il faut que les parents, parfois, vous savez, maintenant on a affaire à des parents assez jeunes qui se marient. Moi, je suis un peu dans le domaine, je peux vous dire qu'ils sont encore adolescents, parce que l'adolescence, elle se termine jusqu'à l'âge de 24-25 ans. Très souvent, vous savez, les décisions, c'est des décisions des parents. Alors que le jeune couple, ils ne sont même pas prêts à avoir des enfants. Donc vous voyez, cette autorité parentale, non, il faut faire des enfants parce que moi, je vais mourir, j'ai envie de voir mes petits-enfants. Voilà, je vais être c'est une réalité. Oui. Vous voyez, donc il n'y a même pas cette autonomie contre la future mariée, la future maman. Elle n'a plus cette autonomie. Elle est obligée de faire des enfants pour satisfaire ses grands-parents. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des valeurs culturelles, ce sont des valeurs sociétales, ce sont des valeurs familiales à qui il y a probablement ces aspects qui correspondent à certaines familles, mais qui ne correspondent pas à certaines familles. Parce que, qu'on le veuille ou pas, le culturel influe sur notre société. Et l'Algérie, elle est tellement immense et grande, le couple du Sud, de l'extrême Sud, ce n'est pas le couple de l'Algérois, ce n'est pas le couple du Constantinois. Vous voyez, donc le citadin, le rural, et tout ça, ce sont des paramètres. Et puis, on a un problème, on ne consulte pas. Quand on a des difficultés avec notre enfant, ça peut arriver. Dieu merci que ça arrive, parce que c'est à partir de là qu'on fait l'apprentissage. On ne va pas d'experts, on n'y va pas chez le médecin. C'est un peu, ça commence à se démocratiser un petit peu, mais à un certain moment, c'était tabou d'aller voir un spécialiste, parce qu'on se disait, aller voir un
le psychiatre ou un psychologue ou Ils un associent psychiatre. ça à la folie. On associe ça à la folie. Exactement, on se disait, il est fou, c'est pas Voilà. possible, pourquoi tu vas voir un médecin, c'est pas si grave que ça ou quoi que ce soit d'autre. On va continuer notre débat. Ouais. Je vous propose d'abord de suivre un reportage de notre journaliste Farid Abdelmuslim et on revient tout de suite après. Vous êtes pas La violence physique, psychologique ou verbale utilisée envers les enfants au prétexte de leur éducation est communément admise et tolérée. C'est un geste ordinaire de corriger et de punir. Quoi de plus simple pour certains de donner une petite fessée, une claque, menacer ou encore humilier. Il a été longtemps admis qu'un enfant qui agissait mal devait impérativement devait subir une punition qui devait lui faire comprendre par la souffrance engendrée qu'il n'avait pas à refaire son acte ou son geste. Or, qu'il y a d'autres moyens et d'autres façons de se faire entendre et de se faire écouter que par la punition. Les punitions infligées aux enfants peuvent prendre différentes formes. Les études scientifiques ont démontré que les enfants subissant des punitions corporelles sont plus enclins à développer à l'adolescence ou à l'âge adulte des problèmes de santé mentale tels que l'agressivité, l'anxiété, la peur, un comportement antisocial ou encore une faible estime de soi. Dans l'éducation et dans les temps modernes, les chercheurs et les scientifiques interdisent la notion de punition pour l'épanouissement et le développement de l'enfant, parce que ça a des conséquences néfastes sur la santé physique et mentale de l'enfant. La souffrance, elle peut être plus dangereuse quand elle est mentale, parce qu'elle n'est pas palpable. Elle n'est pas palpable. Donc l'enfant est en souffrance mentale et les parents parfois passent à côté de beaucoup de choses, croyant qu'ils donnent une bonne éducation à leurs enfants, croyant qu'ils sont en train de leur inculquer les bonnes manières, en les punissant et en leur interdisant de s'épanouir et de se développer correctement et convenablement. Moi, j'étais pas sévère, mais correct. J'aime pas que mes enfants soient traumatisés dans leur vie. Donc j'aimerais bien que les enfants soient bien accompagnés, bien aidés, bien orientés. Et fort heureusement que les enfants ont réussi dans leur vie. ما نضربهمش انا ولادي، انا ولادي يعني ما ربيتهم ما نضربهمش، عمري ما مسيت بناتي. كيفاش ديري مالها؟ نهضر معاهم نقول لهم استحيوا. Moi, je laisse ça à ma femme. Elle est à même de. C'est une éducatrice. Alors, elle fait le travail. Mais pas gestuellement, c'est juste par la parole. Pour bien se développer, l'enfant a besoin de vivre un sentiment de sécurité physique et psychologique auprès de ses parents, qui reflète un modèle pour lui. La qualité de la relation parent-enfant définira le devenir de cet enfant dans le futur. C'est pour cela qu'il est important de développer des stratégies d'éducation positive afin d'exercer une discipline bienveillante. L'éducation positive passe par le fait de donner à notre enfant le choix d'aller dans le sens qu'on veut et lui offrir d'autres alternatives pour lui permettre de faire certaines tâches. On va lui offrir la possibilité de faire d'autres tâches, ce qui va lui permettre d'être autonome et d'être un adulte responsable à l'avenir. J'insiste sur la communication qui représente un équilibre relationnel, ce qui va permettre à notre enfant d'être acteur dans sa famille et dans la société. Encouragez votre enfant plutôt que de le punir. Lui apprendre à comprendre les règles plutôt que de les lui imposer. N'être ni laxiste ni autoritaire. Soyez seulement au juste milieu pour l'accompagner à se développer sereinement. Justement, être au juste milieu, c'est pas toujours évident, surtout quand on a un enfant qui fait ses crises et tout ça. Mais avant de vous poser une question, nous avons reçu un appel téléphonique de la part de Katia. Katia, bonjour. Bonjour aux auditeurs. Merci, alors, ça va, vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Thème très intéressant et très concernée par ça, étant maman d'enfants adolescents et un peu plus jeunes. Oui, donc le thème, donc, c'est l'éducation positive. Exactement, bienveillante, oui. Alors, est-ce que vous êtes plus adepte de l'éducation bienveillante et positive ou plutôt l'ancienne génération, on va dire, l'ancienne méthode?
Non, les anciennes méthodes, je pense qu'on l'a tous subi quelque part. Hein. Nous, les cinquantenaires, c'était dans la culture, c'était comme ça. Hein. C'était les châtiments corporels, c'est tout ce qu'il y avait avant. Mais les choses ont tellement évolué. Je trouve que la communication reste primordiale. Oui. Effectivement, une fessée de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Il faut remettre pour pouvoir les recadrer. Oui. Mais il y a tellement d'autres moyens, il y a les punitions, et puis il y a la communication. Oui. Pour moi, j'estime que le moindre problème doit être abordé avec l'enfant, quel que soit l'âge, parce qu'un enfant comprend à tout âge. Très bien. Et est-ce que vous avez eu le souci, on va dire, je vais vous donner un exemple simple, je pense que beaucoup de parents l'ont vécu, la crise de l'enfant dans un supermarché ou même à la maison qui veut quelque chose absolument et qui se met à faire sa crise. À taper des pieds. Comment? À pleurer, à taper des pieds. Exactement. Moi, ça ne m'a jamais dérangée. Ma fille, elle pouvait pleurer, elle pouvait crier. Quand c'est non, c'est non. Et c'est indiscutable. Et je pense qu'après, quand on les a habitués à ça, ils savent exactement. Ce sont des manipulateurs. Je vous assure que je pense que par moments, les enfants, ils savent comment faire avec nous. Donc nous aussi, il ne faut pas qu'on rentre dans leur jeu. Mais il reste que la communication, c'est un des facteurs les plus importants dans l'éducation des enfants. Très bien, très bien. Merci pour votre témoignage. Merci beaucoup. Merci encore, Katia. Bonne journée à vous. Bah oui, quand il fait une crise, il ne faut pas réagir, c'est ça? Il faut le laisser. Bon, ce qui nous fait réagir en général, c'est le regard des autres, parce que là, on est quand toujours ça... dans le paraître. Voilà, dans le paraître. Voilà. Elle a mis le curseur là où il faut. Oui. Vous savez, chez l'enfant, ces crises-là, heureusement qu'il y a ces crises, parce que les crises nous interpellent au fonctionnement de notre enfant. Il y a une notion très importante, c'est la notion du mérite. La notion du mérite, elle doit être apprise à l'enfant dès le jeune âge. Je te donne quelque chose, contrepartie, tu me fais quelque chose. C'est à partir de là... C'est pas un peu du chantage? Non, pas du tout. Non, tu fais tes devoirs. Oui. Tu fais tes devoirs, je te les corrige, tu as une bonne note, je te donne ça, tu mérites une sortie, tu mérites un cinéma, tu mérites ça. C'est du donnant-donnant, mais un donnant-donnant à l'état d'esprit de l'enfant. Parce qu'un enfant de 3 ans, ce n'est pas un enfant de 6 ans, un enfant de 9 ans. Vous voyez, donc quand vous communiquez avec votre enfant, vous lui expliquez cette notion. Croyez-moi que les conduites agressives, l'hostilité, elle va beaucoup diminuer. Après tout, il a envie de manger une glace en été bien chocolatée. Je pense que là, vous n'allez pas lui dire... Vous voyez à peu près on ne dira pas non, les caprices d'un enfant. Oui. Mais ça, il faut avoir un baromètre parental et connaître votre enfant. Vous ne pouvez pas communiquer avec votre enfant si vous ne le connaissez pas. Parce qu'après tout, c'est une nouvelle naissance. Vous allez découvrir votre enfant. Et lui aussi va vous découvrir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un enfant il vient au monde, il n'a pas un tempérament prédéterminé ou une personnalité. On est génétiquement programmé. Oui, donc il y a des gènes. Voilà. Et puis, c'est l'environnement qui dispose. L'environnement qui dispose. Vous avez un enfant qui est né dans un environnement contextuel. C'est la systémique des choses. Il va trouver une maman, un papa et un environnement. Si vous prenez 2 enfants différemment, ils ne vont pas réagir de la même manière. Parce que l'individu, quand il naît, il est soumis aux interactions. Si vous criez sur votre enfant, sachez qu'il va crier. Oui, c'est clair. Il va apprendre un langage. C'est ce que vous lui donnez, c'est une page blanche. Je peux vous dire que même si vous avez 2 enfants du même âge, des jumeaux ou des jumelles, elles peuvent être complètement différentes et je suis là pour en témoigner. Parce qu'il y a un blason génétique, on n'y peut rien. Oui. On peut les frapper Jamais. Oui, on les frappe. Elle est violentée. Non, parce qu'elle a parlé de punition. Je n'aime pas entendre ce mot. Justement, elle a dit une fessée de temps en temps, ça fait pas de mal. Non. Vous savez, c'est interdit. Même une fessée. Vous ne devez pas toucher votre enfant. Mais absolument rien. Un châtiment corporel va induire un développement d'une personnalité sur un sentiment d'échec. Jamais de la vie. Vous savez, moi je vous le dis, je suis papa, maintenant c'est papa qui vous parle, je peux dire à mon fils, écoutez, tu as fait une bêtise, je vais te punir. On a été tous punis comme ça à l'école. Quand je reproduis un texte 100 fois à l'école, j'ai mal au doigt, je sais ce que c'est, j'oublierai jamais ça. Exactement. C'était des punitions pédagogiques. Et ça alerte l'enfant. Et ça alerte l'enfant à la non-violence.
Parce que quand vous êtes frappé... On va normaliser la violence si on le frappe, justement. On va dire que c'est normal d'être tapé, d'être violenté, c'est ça? C'est pas normal d'être violenté. Non, mais c'est pour l'enfant, c'est ce qu'il va normaliser la violence, l'enfant. Oui, voilà. Il va normaliser, il va mentaliser l'événement de violence. Éventuellement, il va le reproduire. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde, il y a beaucoup de maltraitance. Hein. Oui, croyez-moi que j'en connais un bout dans ces histoires. Et parfois, l'enfant est pris en otage de maltraitance. Je vais en parler un peu, j'ouvre la parenthèse, par rapport aux couples divorcés. Les couples qui sont divorcés, l'enfant il devient chantage, il devient... Ça, c'est un autre sujet, je crois que vous allez consacrer 3 jours pour ça. Oui. Donc, voilà. Donc, pour revenir un peu à la question... Donc, une tape sur la main, sur... Non, on tape pas son enfant, on tape un ballon. C'est traumatisant de taper un enfant. Il ne faut pas taper. D'accord. Il ne faut rien du tout. Non, moi je tape personne. Mais voilà. Communiquer, il y a d'autres façons de punir, en le privant de quelque chose qu'il aime, par exemple. Oui. Le priver de quelque chose, lui parler, les punitions beaucoup plus pédagogiques. On annule un rendez-vous, tu as fait une bêtise, j'annule, on ne part pas au cinéma. On va reporter la séance de cinéma. Non, mais papa, pourquoi Non, il faut apprendre que, je t'ai dit, il ne faut pas passer... Communiquer, parler. Et par exemple, quand l'enfant ne veut pas, parce qu'il y a des moments de crise, hein, c'est le matin, il ne veut pas se réveiller, s'habiller pour aller à l'école, ou c'est l'heure du coucher, il ne veut pas dormir, ou c'est l'heure de manger, il ne veut pas manger, tu ne manges pas, tu n'auras pas ton dessert. Est-ce qu'on peut faire ça aussi? Non, chercher les causes. Qu'est-ce qui a poussé cet enfant à ne pas y aller à l'école? Très souvent, oui, il ne veut pas y aller à l'école parce que sa maîtresse l'a frappé, parce que sa maîtresse l'a reprimandé le soir. Ou parce qu'il veut manipuler ses parents, parce qu'il veut rester avec sa maman ou son papa à la maison. Oui, mais vous allez lui expliquer que c'est bien de rester avec moi. Oui, c'est bien. Mais je te promets, quand tu reviens le soir, je resterai avec toi. D'accord? Mais aujourd'hui, il y a l'école, il faut y aller. Mais par contre, il y a les dessous. Quand un enfant ne veut pas y aller à l'école, c'est un signe d'alerte. Très souvent, c'est un signe d'alerte, probablement de maltraitance, probablement de dispute avec ses écoliers, probablement réprimandé par... Attendez, à l'école aussi, il se passe beaucoup de choses. Hein. Oui, et les enfants entre eux ne sont pas... Voilà, donc vous voyez, aujourd'hui, c'est difficile. C'est vraiment difficile d'éduquer son enfant parce que ça reste tributaire un peu du comportement de l'exogène. Les gens qui sont à l'extérieur. Parce que les gens qui sont à l'extérieur, ils ne sont pas avec vous dans ce cocon familial, ils doivent être des acteurs de l'éducation. Ils doivent être des acteurs de l'éducation. Et quand un de ces acteurs est faillible, ça risque de porter préjudice au bon développement de cet enfant. Justement, quand on a une façon d'éduquer nos enfants, on va dire que, par exemple, on éduque nos enfants avec de l'éducation positive, bienveillante et tout ça, et puis le reste de la famille, soit la belle famille, soit les parents, ne voient pas les choses de la même façon. Ils sont plus là dans peut-être le châtiment corporel, peut-être dans la punition, peut-être dans des mots assez violents, parce que le châtiment peut être autre que corporel. Hein. On peut dire des mots assez violents à un enfant qui peuvent le marquer et qui peut garder. Donc comment faire justement? Est-ce qu'on doit priver son enfant de cette famille ou est-ce qu'on essaye d'expliquer, de communiquer avec les autres Comment on fait? Bonne question. Pourquoi je reviens un peu à ce blason? Cet enfant est conçu par un papa et une maman. Oui. C'est votre enfant. Oui. Il vous appartient. Oui. Il n'appartient pas à votre sœur. Oui. Il n'appartient pas à votre papa. Je suis désolé. D'accord. Mais nous, dans le contexte sociétal, nous avons tous vécu dans ces grandes familles protectrices et tout ce qui sont... On ne peut pas s'opposer à la belle-mère. Attendez, clairement. On ne peut pas s'opposer. Ah, d'accord. On vit dans une société où tout le monde participe et tout. Ça on l'a vécu, hein. Moi-même je l'ai vécu. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Les années 70, 60, 50, ce n'est pas les années 2000. Oui. Aujourd'hui, nous avons affaire à des couples nucléaires. Un couple qui vit tout seul, il est autonomisé. D'accord. Je comprends que les grands-parents veulent... C'est normal. Non, mais les grands-parents sont plus des grands-parents plutôt très permissifs. Maintenant, si ces grands-parents, c'est votre jugement avec votre époux, si on juge que ces parents sont positifs, ils apportent une valeur ajoutée à l'enfant, je ne vois aucun inconvénient. Si la belle-mère apporte quelque chose de positif aux enfants, elle prend soin, leur parle, ils sont au chaud, elle les aide dans ses devoirs et tout, pourquoi pas? Why not? Oui. Mais si c'est négatif, il n'y a que des ondes négatives, je vais soustraire de manière très labile ces enfants. Avec beaucoup de tact. Voilà, avec beaucoup de tact. Parce que vous serez dans le frontal.
serait dans le frontal, surtout, pardonnez-moi, si le couple n'est pas autonome. Parce que si ce sont les parents qui vous font marier, il faut savoir que ce sera leurs enfants. Et si on vit avec eux, c'est aussi problématique. Bien sûr, si vous êtes sous le même toit, c'est encore plus compliqué. Donc le couple, il faut qu'il s'autonomise. C'est pour ça que le mariage, je voulais en parler tout à l'heure, c'est un projet de vie. Il faut bien réfléchir. Il faut vraiment discuter. C'est pas du jour au lendemain. C'est un lien implicite, c'est un lien religieux, c'est un lien administratif. Il vous engage pour un projet. Il vous engage entre vous, mais aussi il y a les enfants. Exactement. Il y a les enfants. C'est pour ça que je crois qu'il faut qu'il y ait de la sensibilisation. Il y a un travail à faire en amont. Parce que si les gens font des enfants pour le plaisir des autres, ça devient compliqué. Ça arrive souvent, et c'est très souvent, on le voit. C'est pour ça, la parentalité et l'éducation, c'est un sujet où tous les acteurs doivent y participer. Parce qu'on peut s'entendre finalement sur un consensus. C'est celui de protéger l'enfant, c'est celui d'accompagner l'enfant, c'est celui de lui donner un avenir meilleur, c'est celui de la compréhension, de la communication et surtout pas de la maltraitance. Oui, c'est clair. Voilà. Mais à côté de la maltraitance, il y a aussi, on ne va pas parler de la maltraitance, mais plutôt des enfants. Souvent on nous dit, oui, les enfants sont malins. Ils savent, ils connaissent nos points faibles, ils sont en train de nous faire du chantage. Par exemple, un enfant qui ne veut pas aller à l'école, sauf si on lui achète un cadeau le soir quand il va rentrer à la maison, une surprise, une voiture, du chocolat ou autre chose. Je vais à l'école, d'accord maman, mais ce soir tu me ramènes du chocolat, sinon demain j'y vais pas. Donc là, c'est un enfant qui a pris le dessus sur vous. Moi, je serais content que quelqu'un me dise ça. Je vais dire, oh purée, mon fils est très intelligent. Il a appris à faire du chantage. Vous voyez comment je positive. Mais il arrive à faire du chantage. Donc, il connaît c'est quoi. Mais à partir de quel âge ça commence, ce genre de... Ah oui, c'est à partir de 6 ans. 6 ans, 7, 8 ans. Commence à tester. Ah oui, il commence parce qu'il rentre dans un monde extérieur. Ça peut pas arriver plus tôt de tester nos limites Généralement, avant 6 ans, 5 ans, ce sont des acquisitions de la vie. Tout, ils sont encore bombins, c'est pas encore. Mais dès qu'ils sortent, à partir de 5 ans, à la maternelle, ils sortent à l'école et tout, donc il y a la découverte aussi de l'enfant. Et puis il y a le comparatif. Vous savez, le comparatif aussi, il est difficile pour les parents parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a des parents peut-être qui n'ont pas les moyens qu'il faut, ils ramènent leur enfant à l'école, ils n'ont pas... Vous voyez, tout ça, et c'est pour ça qu'il faut éviter un peu ces pièges. Ce sont des pièges où certains enfants, ils tombent, un enfant, il reste un enfant, je vous le dis. Alors il arrive à la maison, il a vu son petit copain prendre une viennoiserie parce que son père il lui a acheté, mais là c'est l'éducation. Moi par exemple, j'envoie mon enfant, je lui dis, quand tu manges avec ton copain, tu lui donnes. Par exemple, c'est ça l'éducation. Tu partages, sinon ne mange pas devant les autres. Tout ça, c'est le rôle de nos parents. Mais je ne vais pas exhiber ma fortune, je ne vais pas exhiber ma voiture pour dire aux autres, voilà, ça c'est pas bon. Donc vous voyez, tout est relatif à l'éducation des parents. Il faut savoir communiquer avec l'enfant et lui dire, c'est pas parce que ton copain il a ce jouet-là ou ce genre de choses que forcément tu dois l'avoir. Alors on éduque l'enfant pour nous, mais on l'éduque pour les autres aussi. C'est comme la conduite. Je conduis pour moi, mais en même temps, je conduis pour les autres aussi. Exactement. Vous voyez, donc c'est toujours interactif. Après, il y a les psychoéducateurs à l'école et tout, qui doivent jouer un rôle très important. Et le rôle des psychologues aussi, d'orientation, qui doivent repérer les signes d'alerte. Donc, quand ils ne sont pas repérés à temps, un enfant peut développer, un enfant qui est maltraité. Parce que la carence aussi parentale vis-à-vis d'un enfant, c'est de la maltraitance. Un enfant qui ne mange pas bien, un enfant qui s'habille pas bien, un enfant qui joue pas bien, c'est une carence. L'enfant, il va la ressentir à l'école, il y aura des résultats médiocres. Mais si cet enfant n'est pas pris en charge à temps au niveau des écoles et à alerter le parent, il y a un médecin référent qui doit être un généraliste ou un médecin spécialiste ou un pédopsychiatre, ça dépend du degré de l'intensité, de l'impact, du choc sur l'enfant, tout ça. Vous voyez, donc, l'enfant, il est maître de soi. Et c'est à nous de le protéger. Lui, il fait des demandes, c'est normal. Mais c'est à nous de lui dire non, il faut ça, il ne faut pas ça. Il faut savoir où mettre le curseur. Ah oui. Il ne faut pas tout donner, il ne faut pas le priver de tout non plus. Non, on ne peut pas le priver. Il reste un enfant. Vous savez, les caprices d'un enfant, quand ils sont démesurés,
Vous allez lui dire, mais attends, mais il y a de l'exagération ici. Oui. Mais les caprices d'un enfant, je suis vraiment désolé. Et au contraire, moins de 5 ans, de 6 ans, il faut qu'il y ait un peu avec ça. Un caprice du genre, je vais mettre plutôt un débardeur alors qu'il fait 15 degrés dehors pour aller à l'école. Il faut lui expliquer que si vous mettez un débardeur comme ça, il fait froid, vous allez tomber malade. Et si vous Tout tombez est dans malade, la communication. Ben oui, il ne sait pas lui, il ne sait pas c'est quoi le froid. Même s'il fait sa crise et tout ça, il faut savoir lui parler parce qu'en général, le matin, quand on doit aller à l'école, c'est plus fais vite, habille-toi, machin. On est un peu pressé et quand il nous dit non, je ne veux pas mettre mon manteau parce qu'il n'est pas beau et parce que je n'aime pas le manteau alors qu'il pleut dehors, le parent va plutôt faire non, tu le mets parce que c'est moi qui décide, c'est moi le grand ici, c'est pas toi. Oui. Et après, ça devient une crise. Il commence à pleurer, et puis tout le trajet, il va pleurer, il va dire non, je voulais pas, et ça peut être toute une journée de gâchis pour l'enfant et pour le parent aussi qui va culpabiliser aussi. Je dis pas que ça n'arrive pas. Même mais si comment gérer ça? Non, il faut communiquer. Par exemple, je sais pas moi, votre enfant vous dit aujourd'hui je pars pas à l'école. Oui. Pourquoi tu pars pas? Parce que non, je pars pas. Il fait ça. Moi, en tant que papa, reste ici à la maison, il n'y a aucun problème. Mais tu auras affaire à ta maîtresse. Je sors du décor, c'est ton enseignante qui va te convoquer, tu vas lui expliquer. Oui. Je vous assure qu'il aura peur. Parce que l'enseignant, c'est un autre statut. Ah oui. Et c'est ça aussi le rôle des enseignants. C'est ça la pédagogie de l'enfant. Ils doivent enseigner qu'en cas de crise, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Donc vous voyez, l'éducation, c'est intriqué. Vous, toute seule, vous ne pouvez pas faire. Moi, tout seul, je ne peux rien faire. J'ai besoin de ma femme. Vous avez besoin de votre mari. Mais quand il n'y a pas cette complicité d'un couple pour éduquer, le mari va vous dire « Mais laissez-le, arrêtez, vous êtes en train de faire... » Non, je suis désolé. Quand la maman s'adresse à l'enfant, le papa se met à l'écart. Mais alors, ou bien il vient renforcer, en aide, oui. Il vient renforcer l'attitude de la maman. Mais jamais dans le sens contraire, parce que sinon l'enfant va profiter de ça. Non, mais l'enfant il cherche une brèche. Oui, justement. Dès qu'il trouve une brèche, il rentre dedans. Alors justement, quand il rentre dedans, les parents se retrouvent complètement dépassés sur une longue période et l'enfant devient roi. Non, mais surtout si c'est fragile. Attendez, si le couple est fragile déjà, il y a une mésentente, le papa ou la maman cherche ça. D'accord, mais quand l'enfant devient roi sur une certaine période et que les parents sont dépassés, et notamment la maman, comment on fait pour... Est-ce que c'est rattrapé? Il y a des experts, il y a des médecins. Il faut aller voir Non, il faut demander de l'aide aux gens qui s'occupent réellement de ça. Et ceux qui n'y vont pas, comment on peut rattraper la chose à la maison? Il faut voir un expert. Il n'y a pas de solution. Voilà, il n'y a pas de solution. Vous savez, c'est comme ça. Voilà. Les experts, ils sont faits pour ça. Exactement. Il y a des coachs qui permettent un peu de travailler l'enfant en famille. Parce que moi, je suis thérapeute de famille et de couple, donc je me mets toujours dans la systémique. L'enfant, très souvent, est porteur de symptômes. S'il fait ses crises, par exemple, c'est que le couple ne va pas. Ne va pas bien. Voilà, il est porteur du symptôme. D'accord. Donc, il vous alerte, il vous dit... Donc, vous recevez cet enfant, et il va vous raconter, il va vous dire... Donc, vous allez gratter, comme je l'ai fait tout à l'heure. Dans la rue, quand je vais voir des enfants en train de faire des crises, je vais me dire... Il faut voir d'abord les parents. On en parlera après, juste après la rubrique de Wahida Salimchif, parce que maintenant, c'est l'heure de la rubrique de Wahida Salimchif. Oui, chef. Oui, c'est alors Wahida. Avant de vous parler de quoi que ce soit, je vais vous montrer une petite photo. Oui. Donc, vous allez me dire si vous avez croisé cette peluche ou cette créature. Est-ce qu'on peut avoir la photo, s'il vous plaît? Eh bien, donc il y a une petite. En ce moment, on est en train de croiser sur les réseaux sociaux, même dans les boutiques, des boutiques pour jouer de jouets pour les enfants, une petite peluche de couleur bleue. Avec des yeux un peu grands et des dents assez élevées. Donc voilà, alors cette peluche, ça s'appelle Huggy Wuggy. J'espère que je me suis pas trompée dans la prononciation. Hug, en anglais, c'est faire des câlins. Donc, elle est censée être câlineuse. On est censé avoir une petite peluche qui nous rassure, qui nous donne envie de lui faire des câlins. Mais je vais vous raconter la petite histoire. Donc, à la base, ce personnage appartient à un jeu vidéo pour les adultes, un jeu d'horreur où le principe est très simple. C'est qu'on a le gamer, le joueur qui joue dans une grande usine de jouets. Et il a des énigmes à régler, mais soudain... c'est une usine de jouets abandonnée, désaffectée, où il reste encore des vieux jouets et il doit avoir des
régler des énigmes. Il va régler des énigmes et soudain, il aperçoit une peluche géante avec des mains assez longues et de loin, on ne voit pas sa bouche. Donc voilà, elle court après les gamers, le joueur. Vous la connaissez? Mon enfant, mes 2 enfants, ils ont acheté ça. Ils ne voulaient pas s'en débarrasser. Le petit, il avait 8 ans. Il dort avec. Vous savez, il était... Donc il n'y a pas de danger. Non, au contraire, il couchait. C'est un objet de transition pour l'enfant, vous voyez. Mais cette peluche-là de Huggy Wuggy, celle-là. Ah, d'accord. La bleue. D'accord, justement, on parlait de ça. Donc, en fait, vous allez me dire comment elle a atterri d'un jeu pour les adultes vers des enfants qui ont moins de 5-6 ans. Oui. Tout simplement, les gamers, en ce moment, la tendance, c'est que quand on joue, on s'enregistre et on a nos réactions qui sont sur une plateforme sociale où tout simplement, ça a créé le buzz. Ça a été tellement suivi que les gamers, pour avoir plus de likes, Mounia m'avait informé ce matin. Exactement, c'est plus les gamers qui ont fait des vidéos avec justement ce personnage-là. Ils l'ont incrusté dans des images de dessins animés. Ils ont même créé une chanson. Voilà, il y a une chanson avec des paroles assez... Un clip. Moi, j'ai essayé de l'écouter. Ils sont créatifs, les enfants. Ils sont créatifs, mais après... Mais attendez. Lorsqu'on écoute la chanson pour la première fois, elle est bien, elle est rythmée. On se dit, tiens, c'est un rythme qu'on pourrait vraiment écouter bien. Mais au bout de la 2e, 3e fois, parce qu'elle est en anglais, donc on creuse un peu pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. Je vais vous dire, la chanson, ça s'appelle Free Hugs. On est censé avoir des câlins gratuits. La chanson, c'est la plus populaire sur les réseaux sociaux en ce moment sur YouTube. Elle comptabilise plus de 3 millions de vues. Et avec d'autres dérivés, plein d'autres personnes se sont inspirées de la chanson initiale pour créer leur propre buzz. Je vais vous dire qu'est-ce qu'on raconte dans la chanson. Je m'appelle Huggy Wuggy, j'ai des dents acérées qui te saigneront. Ne me traite jamais de moche, serre-moi dans tes bras jusqu'à ta mort. Menace de mort. Oui. Alors, le 2e refrain aussi, qu'est-ce qu'il dit? Je sais où tu te caches, ne sais-tu pas que je te trouverai, peu importe où tu vas. Menace de mort. Exactement. En fait, au départ, j'ai dit, c'est vrai que c'est des menaces de mort, c'est stressant, c'est angoissant. Je suis partie lire les témoignages, les commentaires des parents. Parce qu'en Algérie, on s'est rendu compte, il y a quelques semaines avec Mounia, que les familles le cherchaient de plus en plus. Alors, le phénomène est apparu déjà l'année dernière, avant l'été l'année dernière, où les parents cherchaient déjà cette peluche-là, connaissaient l'histoire, connaissaient le personnage, mais la peluche n'était pas disponible sur le territoire national. Et ensuite, cette année, ça a inondé les marchés. Oui. Tous les magasins de jouets ont justement ce Huggy Wuggy et l'achètent aux enfants, mais la suite, voilà. Justement, la suite, elle est là. Vous avez votre enfant, on a dit, une fois qu'il sort de notre maison, on n'a plus le contrôle réellement sur lui. Il y a eu des parents, comment ils ont découvert cette peluche ou comment leurs enfants, ils leur ont fait découvrir cette peluche. En rentrant à la maison, ils exigent, ils font leur petite crise et les parents croient bien faire. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont l'acheter pour leurs petits-enfants. Le problème, c'est que vous avez vu dans les réseaux sociaux, lorsqu'on discute ou on cherche un mot-clé, on a tout le temps des publicités, on est vraiment spammé. Et du coup, on se retrouve avec des vidéos de Huggy Wuggy, des vidéos flippantes, des vidéos qui font peur. C'est la première fois que je le vois. Et bien, si tu vas juste taper le mot de Huggy Wuggy, tu vas être inondé. Non, pas ce genre de... Tant mieux pour eux. Par contre, je voulais savoir combien ça coûtait. Assez cher. Assez cher, vraiment. Ah oui, d'accord. Une petite peluche, Voilà. Plus de 3 000 dinars. Oui, mais le problème, je vais vous le dire, Madame Huchen, c'est un peu l'exposition aux réseaux sociaux aussi. Oui. C'est ça le problème. Exactement. On devrait parler sur ça. Je suis désolé. Oui. Les enfants qui manipulent des portables, ils savent ce qui se passe. Je suis désolé. C'est le contrôle parental. Exactement. Les enfants, ils avaient ça. Pas les enfants qui manipulent, les parents qui donnent un appareil. Voilà, ils mettent des vidéos, ils ne surveillent pas. Là, c'est un autre registre pour dire si un enfant arrive à incruster des éléments de violence et tout ce qui s'ensuit, c'est dû à ça. Oui. Mes 2 enfants, ils avaient ces trucs-là, ces petites... Mais franchement, ça n'a posé aucun problème. Ils jouaient avec, ils adoraient. C'était un objet d'accompagnement et en même temps de transition. Mais parce que je laissais pas en même temps, c'est un peu la tendance en ce moment. Oui, mais vous laissez votre enfant vous exposer au monde extérieur avec tout ce qui... Là, c'est un problème. Oui. C'est un autre registre, il faut en parler. Souvent, les parents, ce qu'ils font, c'est que quand ils sont en salle d'attente souvent, les enfants, il faut dire la vérité, c'est pas un adulte, il ne va pas pouvoir s'asseoir dans une salle d'attente et attendre son tour pendant 1 heure, voire plus. L'enfant s'impatiente, il bouge, il est fait pour ça et c'est tout à fait normal, il découvre, il touche. Donc, pour le calmer, ce que font beaucoup de parents, ce qui est malheureux, c'est que, tiens, je te mets un truc.
mais on ne surveille pas. Mais attendez, c'est pas interdit de donner un enfant dans une salle d'attente 5-10 minutes. Oui. Mais je contrôle ce qu'il est en train de voir. Mais justement, on ne peut plus contrôler en fait. On peut plus contrôler, je vais vous dire pourquoi. Lorsqu'on choisit un dessin animé pour les enfants et que déjà les créateurs de jeux, ceux qui voulaient faire le buzz, ils l'ont associé à un dessin animé pour les petits-enfants sur des photos, sachez qu'il va y avoir des publicités qui vont sortir de ce jeu. À la base, non, mais on contrôle dans le sens où, où à la maison, par exemple, on sait que, par exemple, personnellement, mes filles n'ont jamais touché de téléphone jusqu'à aujourd'hui. Elles ont 4 ans et demi. Elles ne connaissent pas YouTube, elles ne connaissent pas tout ça. C'est ce qu'il faut faire. En salle d'attente, je prends avec moi des livres pour essayer de raconter des histoires, ce genre de choses. On lit mieux sur un livre que sur un portable. C'est clair, pour les yeux, pour pas mal de choses. Mais par contre, on ne peut pas protéger d'un autre truc, ce que tu allais dire, c'est qu'on ne peut pas protéger de l'influence des camarades de classe. Parce que... Oui, mais vous donnez une arme à votre enfant. Oui, non, mais quand c'est les autres. Écoutez, il y a les autres, d'accord. Il y a les autres qui ramènent. Voilà. Normalement, le portable soit interdit à l'école. Je ne sais pas si c'est pas le cas. Je l'ai vécu personnellement. Il y a eu. Je raconte ma vie, moi, comme d'habitude. Ça résonne, c'est pas grave. Au contraire, c'est pour aider. Justement, mes filles ont joué à 1, 2, 3 soleil. Avant, elles jouaient normalement 1, 2, 3 soleil, mais depuis la série Squid Game, où on jouait 1, 2, 3 soleil d'une autre façon, c'était une grande poupée qui se tournait, et bien celui qui bougeait, on lui tirait dessus, il était mort. Mes filles se sont mises à jouer à ce jeu en imitation. Ensuite, l'une des filles a dit « Tu as bougé, pan, t'es morte ». J'étais effarée parce que chez moi, pas de télé, pas de téléphone. J'ai vu la série, oui, mais je l'ai vue seule. Comment c'est arrivé? Quand j'ai posé la question à mes filles, c'était un camarade de classe dans la cour de récré, à la crèche. Et comment les protéger de ça, justement? Oui, c'est difficile. Je vous comprends que c'est très difficile. Il n'y a pas de protection à 100%. Mais l'exposition, plus elle est moins importante, plus c'est très bien. D'accord. Voilà, un enfant, vos filles, elles se sont mises avec un petit camarade comme ça pendant 20 minutes, c'est pas aussi méchant. Mais là, c'est l'exposition, elle dure pendant des heures et quotidiennement. Bah, écoutez, là, ça va devenir un autre problème. Donc, le temps d'exposition est important. Très bien. Moi, je ne peux pas donner un portable à mon fils, c'est pas possible. C'est clair. Je peux lui donner, il est sous mon autorité. Voilà. Avec surveillance, toujours. Nous avons par téléphone Samia qui est avec nous. Bonjour Samia. Bonjour Mounia, bonjour à toute votre équipe. Merci. Alors, vous vouliez réagir par rapport à la peluche de Huggy Wuggy. Exactement. Apparemment, c'est une tendance. Oui. C'est ma petite fille qui me le demande sans cesse. Mais sans cesse. Maman, je veux ça. Même si on lui propose des jouets plus intéressants, maman, je veux cette peluche. Et du coup, j'ai pris l'initiative de chercher un petit peu sur Internet et j'ai découvert des choses, vraiment des choses qui peuvent déstabiliser le sommeil d'un enfant, qui peut vraiment, je ne sais pas, ça lui fait peur, il peut à cet enfant. Faire des cauchemars, c'est clair quand on a une peluche avec des dents pareilles, ça provoque de l'anxiété aussi. Oui, justement, j'ai pas compris pourquoi elle insistait autant. Alors j'ai fini par lui dire que c'est un jouet moche déjà, qui ne sert à rien. Franchement, quand je l'ai vu, déjà moi ça m'a fait peur. Oui. Donc j'ai fini par lui dire que c'est vraiment moche et qu'est-ce que tu vas faire avec? Elle m'a dit, maman, ça va être un doudou pour moi. Je lui ai dit, cette horreur, ça va être son doudou. Et finalement, est-ce que vous avez cédé ou pas? Jamais. Alors, je lui ai expliqué. Non, franchement, on découvre des choses avec les enfants. Oui. Il faut les occuper, ces enfants, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, sur Internet, tout le temps, et l'enfant est une page blanche. Donc c'est aux parents, si on a pris la décision de faire ses enfants, il faut l'assumer. Et je tire la sonnette d'alarme en tant que maman. Alors je préfère des jouets où il y a de petites pièces comme ça, où l'enfant peut composer des choses intéressantes, construire une maison, je ne sais pas, des puzzles, organiser
organiser des ateliers à la maison avec donner à dessiner. Oui, les jeux de société aussi. De couleurs. Et ça peut suffire pour occuper un enfant pour 1 heure ou 2 heures. Très bien. Merci beaucoup, Samia. Ça fait peur, hein, tout ce qu'on voit. Oui, c'est clair que ça fait peur. Les enfants sont souvent exposés à ce genre de choses sur les réseaux sociaux. Il y a eu l'histoire de la baleine bleue. Merci encore, Samia. Merci pour votre témoignage. Et bonne continuation. Et j'adore votre émission. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Merci. Justement, Mounia, j'ai eu des témoignages. Est-ce que je peux... Oui, Est-ce qu'on a encore du temps, justement, pour les témoignages? Rapidement, oui. Oui. En fait, avant d'arriver au témoignage, j'ai beaucoup lu. En fait, en ce moment, c'est un sujet de recherche un peu partout dans le monde. Regardez ce qu'ils ont dit, les professionnels. Ils ont dit que D'ailleurs, ils ont mis en garde les consommateurs et les associations. Ils ont dit que la peluche provoque une grande anxiété, de la peur et des troubles du sommeil chez les enfants. Pourquoi? Parce que la peluche, elle normalise le comportement violent et incite à l'agressivité. Mounia, tu avais lu un commentaire d'une maman qui a raconté un peu ce qui s'est passé à la récréation avec ses enfants et tout. Exactement. Et ça s'était passé, ça s'est déroulé à l'étranger où des enfants commençaient même à reproduire ces gestes, les gestes qui sont décrits dans la chanson, dans les paroles de la chanson, où ils prennent leurs camarades en leur faisant un câlin et en chuchotant dans leurs oreilles, je vais te mordre et te saigner jusqu'à la mort, voilà. Oui. Alors, j'ai pris des petits témoignages algériens de la part des mamans algériennes. Regardez ce qu'elles ont dit. Mon fils a peur de se déplacer seul dans la maison depuis qu'il a eu sa peluche, donc il a des cauchemars. Ma fille n'a plus voulu dormir seule dans sa chambre pendant de nombreuses semaines. J'avais aussi une autre maman, elle m'a dit qu'il y avait un fils. Elle m'a dit j'étais hors de moi car mon petit garçon avait été traumatisé par un de ses camarades d'une école. Il était d'une classe supérieure qui lui a montré la vidéo de Huggy et du coup ça l'a traumatisé. Ils sont pourtant. Hein. Oui, il y a une autre maman, elle a dit le comportement de mon fils a bien changé depuis qu'il a découvert cette peluche et cela m'inquiète énormément. C'est clair, c'est très inquiétant. Donc, on va passer maintenant. Merci beaucoup, Wahida, pour cette rubrique, pour toutes ces informations et pour avoir mis en garde justement les parents par rapport à cette peluche, à l'histoire de la peluche. Parce que quand on voit que la peluche, on ne peut pas imaginer tout ce qu'il y a derrière. Voilà. C'est clair. Et maintenant, nous allons passer à moi. Ah oui, Samira Hadjamar. Bien sûr, l'éducation positive et bienveillante passe aussi par l'éveil artistique et culturel. Et tu vas nous en parler dans Pêle-mêle, juste après ceci. Donc, comme pour l'éducation positive, bienveillante, il n'y a pas vraiment de miracle ou un guide parfait pour l'éveil artistique et culturel. Il y a l'art et la manière de créer un environnement favorable au développement des sens et des émotions du bébé d'abord et ensuite des enfants. Alors je ne vais pas lire toute ma chronique, c'est pas la peine. Juste qu'il y a peut-être quelques petits secrets ou petites habitudes plutôt qu'il faudrait qu'elles ont existé. Il y en a qui n'ont pas existé, mais certaines devraient revenir. Au moment du coucher, prendre le temps de raconter une histoire ou de la lire. Oui. Les parents n'ont plus vraiment le temps, parce que quand il y a surtout plusieurs enfants, de ne pas veiller, mais donc à ce moment-là de respecter un certain timing, prendre le temps de lire avec son enfant, il voit les images, il peut, comme on pourrait lui raconter, moi ma grand-mère me racontait des histoires, donc pour l'imaginaire, il y a vraiment ça développe beaucoup l'imaginaire. Beaucoup l'imaginaire. Pour développer l'imaginaire et pourquoi pas créer une vocation. Et le vocabulaire aussi. Hein. Oui, aussi. Et il y a aussi un moyen très efficace, c'est on emmène son enfant visiter un musée. Oui. Et donc en général, il y a des toiles, des sculptures. On peut prendre avec nous du papier et des stylos, des crayons. Et peut-être s'il y a, comme au musée du Hama, il y a un endroit où il y a des fauteuils. On peut s'asseoir et admirer l'œuvre. On pourrait lui demander de dessiner ou d'essayer de transcrire ses émotions ou son ressenti. Ça pourrait ou alors mettre des mots sur ce qu'il perçoit. Ça peut être un moyen Explique-moi ce que je suis en train de voir, voilà, par exemple. Il y a aussi des endroits comme le musée des Antiquités, par exemple. Ce sont des exemples, ou Maritime, ou encore le Bardo, qui n'est pas très loin. Tous les trois ne sont pas très loin du siège de la télévision, ou les mardis après-midi, ou les vendredis matins. Je suis sûre pour le mardi après-midi. Donc pendant que les enfants n'ont pas cours, c'est libre le mardi après-midi, je crois jeudi après-midi. Voilà. Il y a des ateliers
Il peut faire de la poterie préhistorique, par exemple. De la taille de pierre aussi. La taille de pierre. Oui. Il peut faire de la céramique, il peut faire du modelage, en fait. Oui. Et ils sont dans un lieu très, très beau, où il y a beaucoup d'œuvres d'art. Je me dis que ça peut, et c'est prouvé d'ailleurs, hein, ça peut susciter des vocations ou ouvrir le regard du petit ou de la petite pour de la tolérance, pour de l'inclusion sociale, pour ce genre de choses, pour l'écoute, pour une capacité d'écoute aussi, parce qu'ils sont dans un environnement vraiment très, très favorable. Voilà. Pour la musique, pour le théâtre aussi. Aussi, le théâtre, il y a des ateliers. Vous avez emmené vos enfants faire du théâtre et du solfège. Vous nous l'avez dit, j'ai pas des dons de médium. Vous nous l'avez dit juste avant l'émission. On a parté. Il y a eu un impact extraordinaire. À long terme. Ah ben oui, extraordinaire. Ils en font toujours. Ah oui, ils en font toujours, ils adorent, et tout ce qui est artistique, ils adorent, ils s'épanouissent, ils se retrouvent. Et j'ai beaucoup investi sur la lecture, voilà, sur la lecture. La lecture, qui est très importante. Voilà, quand mes enfants me disent achète-moi un livre, j'hésite pas, ça coûte. Oui. Ça coûte cher, parfois. Bah oui, je les incite, je vous le dis, il dort avec les livres. C'est mieux que la peluche, tout. Non, mais il dort avec les livres. Il a sa peluche, mais ça ne l'a pas beaucoup impacté, hein, franchement. Je lui dis que ta peluche n'est pas aussi belle que toi. Hein. Franchement, tu dois avoir mieux. Hein. Oui, mais le livre est beaucoup plus intéressant. Les livres et tout. Et je voulais juste, si vous permettez, vraiment, ce que vous dites est fort intéressant. Merci. Parce que, vous savez, on ne laisse pas le choix à nos enfants. Les enfants, ils ont des élos de compétences, d'expression, côté artistique. Nous, on veut que nos enfants, ils veulent qu'ils fassent ce que nous n'avons pas fait. Et ça, c'est une erreur fatale. Parce que vers l'âge de 12-13 ans, c'est le moment d'entrée dans l'adolescence. L'enfant commence à exprimer un peu ses besoins, son orientation. Il faut laisser le choix à l'enfant. Nous, vous avez des enfants extraordinaires dans la musique, dans le sport, dans le côté artistique. Il veut faire ça. Le papa, il lui dit non, mais ça, tu ne peux pas le faire pour des raisons culturelles, religieuses ou ça ou ça. Vous allez le brider, vous allez le casser. Et alors, l'enfant va sentir un sentiment d'échec alors qu'il a une passion à promouvoir. Et ça aussi, c'est pas uniquement le rôle des parents, mais le rôle des écoles. Quand on voit un enfant doué pour telle chose, il faut l'aider dans ce couloir. Parce que, je reviens, je l'ai toujours dit dans les plateaux télé, nos enfants, qu'est-ce que vous voulez que vous deveniez pilote ou médecin? Oui. Ça, c'est révolu. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette optique. Les gens voulaient qu'avant, tout le monde soit médecin pilote pour d'autres raisons qu'il faut remettre en on laisse l'enfant choisir ce qu'il veut devenir. Orientez-le, aidez-le et surtout accompagnez-le. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci, professeur Majid Tabti. Vous êtes psychiatre et chef de service pédopsychiatrie à l'hôpital de Chelagan. Merci pour toutes ces informations. Merci les filles. On se donne rendez-vous. Merci. On se donne rendez-vous lundi prochain, 10h30 en direct sur Canal Algérie. D'ici là, prenez soin de vous et communiquez avec vos enfants. Au revoir. C'est la rentrée sur Canal Algérie, votre émission Santé est de retour pour une nouvelle saison. J'aurai l'immense plaisir de vous retrouver chaque vendredi vers 18h pour parler de l'actualité santé, mais aussi de votre bien-être. Alors soyez au rendez-vous et n'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Santé Mag avec Sarah Sharif, vendredi à partir de 18h sur Canal Algérie. هذا البرنامج برعاية سوناتراد.